Bon, faudrait peut-être parler de où sont les autres djinns. Ah bah oui, du coup, il est pas là. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Magi? S'il est un manga qui s'est inspiré des contes arabes, principalement des Mille et une nuits, on y revient toujours, c'est bien Magi, imaginé par la mangaka Shinobu Otaka. Et comme on en a l'habitude, on va mettre un peu de contexte sur qui c'est la madame. Plus jeune, Shinobu, c'est l'élève moyenne, pas spécialement bonne, pas spécialement mauvaise, quelle que soit la matière. Sauf pour l'une d'entre elles, qui est, je vous le donne dans le mille, le dessin. Donc, une fois rentrée au lycée, elle commence à envoyer ses planches au désormais connu, si vous suivez mes vidéos, Shonen Jump. Si rappelez-vous, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur City Hunter, juste ici. Mais Shinobu, elle a aussi peur de ne pas réussir dans cette voie, alors elle fait ça en catimini, en n'en parlant ni à ses amis, ni à sa famille. Et grand bien elle lui en a pris, parce qu'un échec, elle redoutait, et un échec, ça a été. C'est de la merde. Alors en vrai, ça a été un demi-échec, parce qu'elle a quand même reçu un demi-prix qu'on lui a envoyé par la poste. Donc que toute sa famille a vu. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Après ça, elle va quand même essayer quelque temps, avant d'abandonner l'idée même de vivre de ses dessins, alors qu'elle est à l'université. Sauf que c'est précisément à ce moment-là qu'elle termine une histoire qui va être publiée par nul autre que Square Enix, qui entre deux Final Fantasy s'occupe de manga. Ce manga, c'est Sumomo Momomo, qui sera publié par le Young Gagan, le magazine de Square, dont je vais éviter de montrer la jaquette parce que je tiens à la monétisation. En soi, le magazine n'est pas tellement problématique, c'est juste que les Japonais ont parfois l'habitude d'attirer le chaland avec des demoiselles peu vêtues. Parce que sinon, c'est le magazine où on a eu Momonoke. Que la princesse Mononoke reprendra forme humaine. Non, pas princesse Mononoke, juste Mononoke, qui n'a rien à voir. D'ailleurs, voici un extrait. C'est différent, on va dire. Sumomo Momomo, de son côté, va avoir son petit succès, avec une adaptation en animé, mais pour Shinobu, son but ultime n'est pas encore atteint, puisqu'elle rêve toujours d'être publiée dans un vrai magazine de shonen. Alors, avec sa notoriété nouvellement acquise, elle quitte Young Gagan pour aller au Weekly Shonen Sunday, le magazine qui a notamment accueilli les œuvres de Tezuka. Rien que ça. Elle abandonne aussi les personnages de Momomo pour se lancer dans une toute nouvelle aventure, sobrement intitulée Magi. Pour une fois, on va un peu parler du monde des génies, à savoir Almatoran. Alors, c'est pas tellement le monde des génies, mais celui où il vit un paquet de créatures diverses et variées. On peut y trouver autant des centaures, des gorgones, ou même des griffons et des ogres. Et au milieu de tout ça, il y avait la race la plus faible, les humains. Ouh. C'est quand même pas de bol pour lui, hein. Pour tout vous dire, il y avait pas moins de 73 races, et toutes se tapaient dessus pour savoir qui allait avoir la suprématie sur les autres. Enfin, toutes sauf les humains, parce que... Vous êtes un naze. Alors allez vous coucher, je peux vous voir. C'était tellement le bordel que Ila a dû s'en mêler. Alors, Ila, c'est la divinité du coin, qui a créé le monde, s'est foiré dans le partage de la force, et maintenant veut redorer son blason en mode « Ne vous inquiétez pas, je viens vous aider ». Pour ce faire, il va sauver la seule race qui n'a pas cherché à prendre le pouvoir sur les autres, les humains, qui sont toujours nuls, on le rappelle. Il va donc sauver ce qu'il reste de la race, à savoir 500 individus, ce qui n'est pas beaucoup. Et il va leur donner deux armes principales. La première, c'est l'utilisation de la magie, à savoir le Magoi, qui est créé dans les Ruks. Et si vous savez pas de quoi je parle, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Le Magoi, c'est l'énergie magique qui est utilisée pour générer de la magie. En soi, c'est pas un élément si puissant que ça, puisque, seul, il ne pourra qu'affliger des blessures légères. Les Ruks, tant qu'à eux, ce sont des créatures, si on peut les appeler comme ça, qui vont générer ce Magoi, justement. Ils existent en tout être vivant, et au final, ils sont responsables de n'importe quel phénomène naturel qui nous arrive, que ce soit les incendies, les tremblements de terre ou les éclairs. Alors je reprends pour les deux du fond. Les Ruks génèrent du Magoi qui, utilisé par les magiciens, donne la magie. Mais si les Ruks sont capables de créer différents phénomènes, c'est parce qu'ils sont de différentes natures, séparés en 8 catégories, selon la couleur présente lors de leur utilisation. On a donc les rouges, liés aux flammes, les bleus, liés à l'eau, jusque-là c'est classique, les jaunes pour la foudre, les blancs pour le vent, toujours classique, orange pour la lumière, bon déjà plus original,
mais je peux comprendre. Vert pour le son, noir pour la puissance et violet pour la vie. Et là, c'est moins courant, on va dire. D'autant plus qu'il faut faire une distinction entre les rucs noirs de la puissance et les rucs noirs tout court. Il existe une infinité de couleurs, ils ont été capables de choper 2 fois la même. Les rucs noirs, c'est l'opposé des rucs normaux. Si les originaux sont plus une représentation du destin contre lesquels on ne peut pas lutter, les rucs noirs sont là pour aller à l'encontre de ce destin. Chose cocasse puisque les premiers rucs noirs, ils viennent de Hilal lui-même. Si on s'attarde sur les personnes pouvant utiliser cette magie, c'est un peu tout le monde en fait, à une condition près. Les gens ne peuvent utiliser que leur propre ruc, ceux de leur énergie vitale. Les seuls à avoir une exception dans le domaine sont justement les magiciens. Oui, les magiciens sont ceux qui utilisent de la magie. Non mais faut s'accrocher. Ah bah je m'accroche, fais que ça, vous pouvez me croire. L'ordre des magiciens, on peut le diviser en 3 catégories. Dans un premier temps, le fourre-tout magique. On peut tout autant y retrouver les diseuses de bonne aventure ou les guérisseurs. Ils ont pas beaucoup de pouvoir, ils ont pas beaucoup de possibilités. C'est les derniers de la classe. Viennent ensuite les sorciers, qui sont un peu plus compétents et savent lancer des sorts basiques. Et enfin, la branche la plus haute, les magies, qui veut dire grosso modo magicien. Oui, pour le coup, le nom n'est pas des plus imaginatifs non plus. Alors au lieu de m'appeler dragon dans ta langue, tu m'appelles dragon dans une autre langue? On les appelle aussi les amis des rucs, car ils ont accès à une quantité pratiquement infinie de magie. Mentionnés parfois comme façonneurs de monde, au final, ils sont quand même très limités à des fonctions très spécifiques. D'ailleurs, pendant très longtemps, il n'y a eu que 3 magies, Arba, Shiba et Hugo, avant l'arrivée d'un 4e, Aladdin. Oui, c'est à ce moment que les noms des 1001 débarquent dans l'équation. Et il n'y aura jamais que 4 magies, puisque la mort de l'un verra la naissance d'un nouveau. Sauf s'il y a un plan cosmique qui se trame quelque part. Mais du coup, ça fait quoi un magie? Ben on va devoir continuer notre histoire d'Almatorad. Rappelez-vous, j'avais dit 2 armes, et la seconde, ce sont les 72 bâtons divins. Les premières armes qui ont permis aux humains d'utiliser la dite magie. Alors, si au début c'était une bonne chose, en s'en servant pour rivaliser avec les autres races, ça a fini par devenir un moyen de les opprimer. On peut dire que c'est un échec. D'ailleurs, l'échec va être tellement grand que le monde va être détruit. Bon, je fais un raccourci parce que ça implique des révolutions, des guerres et des remplacements de divinités, mais le résultat est le même. Et avec la disparition du dieu, les bâtons ont perdu leur pouvoir, devenant surtout utiles en tant que porte-manteau. Mais fort heureusement, un nouveau monde fut créé. Et c'est à ce moment qu'entrent en scène les djinns. Comme je l'ai dit en début de première partie, les génies, ils viennent d'Almatorad. Sauf que là, j'ai parlé d'un paquet de trucs, sauf de génies. Enfin, pas exactement, mais pour ça, on va d'abord devoir parler du roi Salomon. Salomon, c'est un humain, mais c'est surtout le roi d'Almatorad. Oui, quand il a décidé de donner le pouvoir aux humains, il n'a pas fait semblant. Attendez, moi j'essaye de vous rendre service. Et donc, Salomon, il va réussir l'exploit incroyable de réunir tous les peuples de Bretagne, d'Almatorad. Et à partir de là, il va récupérer chacun des chefs de ces différentes races pour les faire rentrer dans son ordre. Mais comme toutes les choses ont souvent une bonne fin, mais un mauvais déroulé, le médium est arrivé. Le médium, c'est une entité, à défaut d'un meilleur mot, composée de rucs noirs et de magoy. Et c'est une belle saloperie. Pour tout vous dire, c'est à cause de lui que le monde a dû être créé par Salomon. Ce qui fait que c'est pas tellement une bonne fin non plus. Bref, une fois que le médium a botté les fesses des 72 membres de la maison de Salomon, ce dernier a décidé de créer les djinns à partir de leurs essences, grâce aux recherches d'Hugo, l'un des 3 magies. Rappelez-vous, on se retrouve ainsi avec 72 djinns, voire 73 puisque Hugo en deviendra également un, et potentiellement le seul qui était humain à la base. Et sur les 72 djinns, on en connaît 24. Mais de toute façon, on va pas les compter. Mais on pourrait sans doute imaginer une liste complète en se basant sur la petite clé de Salomon, qui n'est pas une clé, mais un livre. Un livre anonyme dont la paternité pourrait revenir au vrai roi Salomon, et dans lequel on y retrouve une liste de 72 démons. Et en plus de ce nombre, les 24 non connus correspondent tous à un démon. Et plus fort encore, ils sont listés exactement dans le même ordre que dans le bouquin. C'est quand même bien fait. Donc maintenant, on a nos djinns, mais ils ont plus de maison. Peu importe, vous devez sans doute vous dire, puisqu'un nouveau monde a été créé, ils n'ont qu'à aller là-bas. Sauf que ce nouveau monde, il est que pour les humains. Oui, Salomon, il a réussi à faire la paix entre toutes les tribus, mais au moment où il a fallu les sauver, c'était sa troque d'abord. Pas super sympa pour ce coup. Mais les djinns n'ont pas disparu pour autant, puisqu'ils sont toujours sur Almatorad. En effet, entre la désolation de ce monde et la création du nouveau,
les habitants se sont retranchés dans des villes souterraines, aujourd'hui désertées, à l'exception du djinn qui y habitait. Et, petit à petit, ces villes sont devenues des donjons. Sauf qu'il y a 14 ans, un de ces donjons est apparu dans notre monde, sortant de l'océan sous la forme d'une immense tour. Avec l'apparition de ce donjon, énormément de chercheurs et de scientifiques se sont penchés sur cette immense tour et ont décidé de l'explorer. Beaucoup ont essayé, fort peu s'en sont sortis. Par beaucoup, je veux dire des milliers, et par fort peu, zéro. Et ça s'explique par le fait que dans la tour, il y a des épreuves à réaliser. Des épreuves qui sont à chaque fois différentes, que ce soit la forme des pièces, l'agencement de ces dernières ou les pièges qu'on y rencontre. Il y a même un niveau de difficulté qui est choisi par le djinn maître des lieux. Donc on est là face à une sorte de roguelike de l'extrême. Il faudra donc attendre 14 ans avant qu'un homme puisse vaincre le donjon. Mais justement, comment est-ce qu'il a fait? Dans un premier temps, le conquérant doit se trouver un magie. Et je rappelle qu'il n'y en a que 4 dans le monde. Déjà cette étape, elle n'est pas facile. Donc on va dire que c'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé. C'est vraiment rassurant de savoir que vous maîtrisez votre sujet. Et le pourquoi c'est vivement conseillé, c'est surtout parce que dans la liste de leurs pouvoirs, ils ont la capacité d'invoquer les donjons. Ce qui aide vachement quand vous voulez être le meilleur dresseur, vous battre sans répit, tout faire pour être le vainqueur et relever tous les défis. Tiens, c'est bizarre, ça te dit quelque chose ça. La seconde étape, c'est qu'il vous faudra également un lige comme compagnon. Ça peut être n'importe qui, il n'y a qu'une seule et unique règle à respecter, celle d'avoir un lien fort entre vous et votre lige. Et il y a une seconde règle, c'est que ça peut pas être un magie. La raison, elle est très simple. Les génies étant faits à partir de rucs, et les magies utilisant également des rucs, les deux risquent de rentrer en conflit et donc de détruire l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde. Le cataclysme pourrait être plus localisé et affecter uniquement notre galaxie. Non, je déconne, c'est juste que ça va pas marcher. Après, la règle n'est pas non plus immuable, puisqu'on a un magie, Aladdin, qui a un djinn, Urgo. Mais bon, c'est à la fois un magie un peu particulier, puisqu'il est le fils d'une autre magie, et un djinn particulier, puisque c'est un ancien magie aussi. Donc l'exception, elle vient peut-être de là. Avec votre équipe composée d'un lige, d'un magie, et de qui vous voulez d'autre qui servira de chair à canon pour montrer la dangerosité du donjon, vous allez pouvoir vous lancer à la conquête de l'un d'eux. Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Oui, mais bien souvent, on vous demande pas votre avis. Donc, vous passez les innombrables pièges, les énigmes, les dangers, et vous arrivez finalement devant le génie qui accepte de se lier à vous. Parce que ce serait chiant d'arriver jusque-là et qu'il vous refuse la récompense. Et à ce moment-là, il vous faut encore 2 objets. Les écrins. Les écrins, qu'on appelle aussi reliques, ça peut être, encore une fois, tout et n'importe quoi. Dans l'idée, une lampe, une épée, un bracelet... Il compotite sa grand-mère. Oui, à la limite, ça aussi. J'ai ma chemise. Pourquoi pas, mais après, ça a le défaut d'être mou. En fait, la seule règle, c'est que ça doit être important pour son propriétaire. Ce couteau est la seule chose qui m'a été transmise de mon père, le roi Ban. Je le conserve comme une relique, le considère comme mon porte-bonheur. La foi que je lui porte est l'unique moteur de mon courage. Je lui dois ma combativité et mes victoires. Ça vous va, ça? Si bien que, s'il est détruit, il faudra trouver un objet aussi important pour lier à nouveau le djinn. Ainsi, une fois que l'objet est décidé, le génie se lie à lui, le donjon disparaît, et tout le monde se retrouve dehors sans autre forme de procès. Et à présent, à l'aide de cet objet, le conquérant pourra invoquer le djinn dans notre monde. Cet enchantement il est encore une fois possible grâce à l'un des magies, à savoir la reine Shiba, qui s'est inspirée des 72 bâtons. C'est quand même bien fait. Et si j'ai dit qu'il en fallait 2, c'est parce que, en plus de la relique du conquérant, il y a celle du lige. Une relique qui permettra également à ce dernier d'utiliser une partie du pouvoir du djinn, tant que le conquérant possède la sienne. Et en parlant de conquérant, on peut faire un petit tour non exhaustif. Je dis non exhaustif parce qu'il y en a quand même un paquet, mais on peut les classer en 3 catégories. Les conquérants qui collectionnent les djinns, les magies qui collectionnent les conquérants, et ceux qui sont raisonnables. Et on peut aussi éventuellement ajouter la catégorie de ceux qu'on sait pas qui c'était le magie, pour autant qu'il y en ait un. Donc on va passer très vite sur la seconde catégorie, à savoir les conquérants de l'Empire Ku. On peut en compter au moins 6, tous issus de la famille Red, à savoir les dirigeants du pays, et tous accompagnés par le magie Judar. Donc on a Kuen, le premier prince, Kumei, le second prince, Kua, le troisième prince, Akuryu, le quatrième prince, Akuei, la première princesse, et enfin Ku Gyoku, la 8e princesse, perdue. De la 2e à la 7e, on sait pas. Et on va faire un très rapide listing parce que ce serait
pas super pertinent d'y passer des heures. Alors j'attends que vous vous pétiez un bras et je me casse. Donc Kuen a 3 djinns. Agarès, chef de la tribu des Manticores, avec pour liege Kokuton Shu, et oui, il a une tête de lion. Astaroth de la tribu des Gorgones, lié à Shu-En, oui, il a une tête de dragon. Et enfin Phénix, qui n'a rien à voir avec les phénix parce que c'est un Garuda. Donc on reste quand même dans le bestiaire avien. Avec Ginkaku comme liege. Kumei et son liege Shu-Un ne possèdent que Dantalion, dont on ne connaît pas la tribu. Même tarif pour Kua et Leraje, sauf que là, on ne sait même pas qui est le liege. Akueiren a Paimon, avec pas moins de 100 liges, parce qu'on n'a jamais dit qu'il ne devait y avoir qu'un seul liege. Et enfin, Gokyoku qui a Videa. Ça, c'est réglé. On se remet au boulot? Ouais. Après, il en reste un que j'ai pas cité et qui a plus d'importance. Akuryu. Étant le 4e prince, il a un sérieux complexe d'infériorité, surtout vis-à-vis de ses grands frères. Et il n'espère qu'une chose, c'est de détrôner l'aîné, détruire l'Empire Ku et devenir empereur à la place de l'empereur. Oui, le gars de l'ambition. Et il a les méthodes aussi. Parce que, pour arriver à ses fins, il n'hésite pas à massacrer le moindre de ses opposants, sans vraiment avoir de remords. Pour lui, la haine ne peut pas disparaître, on peut juste faire disparaître les gens que l'on hait. Après, ça a aussi peut-être un rapport avec le fait que sa mère a tué la moitié de sa famille. Il n'a que 2 djinns, mais la particularité d'avoir utilisé 2 magies différents pour arriver à ses fins. Avec Judar, il capture Belial, un djinn qui dit ne pas vouloir d'un conquérant qui puisse tomber du côté obscur. Et pour ça, il a choisi le type qui est passé du côté obscur. Bon, en vérité, il a été forcé de le prendre pour conquérant lorsque Judar a utilisé ses pouvoirs, mais ça reste quand même un échec. L'autre djinn, c'est Zagad, qui est un peu l'opposé de Belial, à savoir un djinn qui déteste les humains, mais qui accepte volontiers un génocidaire comme maître. Un djinn sympa en somme. Ces 2 liges sont Kokuyu Shu pour Belial et Seriyu Ri pour Zagad, les généraux de droite et de gauche de l'Empire Ku, mais qui ont retourné leur veste pour se ranger du côté du révolutionnaire. Comme dit, il a capturé cet autre djinn grâce à une autre magie. Et cette autre magie, c'est Aladdin. Aladdin, c'est le fameux 4e magie sorti de nulle part. En tout cas, on pourrait penser qu'il est sorti de nulle part, mais en réalité, il est le fils de Salomon et de Shiba, ayant survécu à la destruction du monde grâce à Hugo. Ce qui fait que, ayant grandi dans un palais magique à l'écart du monde, quand il débarque dans le nôtre, il est un peu perdu. Fort heureusement, il rencontrera très vite un ami qui deviendra son conquérant, Ali Baba, également un prince, le 3e de Balbad, ce coup-ci. Bon, il ne le savait pas vraiment puisqu'il a été élevé dans les quartiers pauvres de la ville avec sa mère, une ancienne servante du roi avec laquelle il aurait... Peu importe, si ça se trouve, où est Angaran, moi j'ai pas tout vérifié. Et ce n'est que bien plus tard que le roi va le reconnaître comme son fils. Petit... Il l'a donc emmené au palais où il vécut comme un prince. Bon, un prince qui était délaissé et qui passait son temps à étudier sans pouvoir voir son père, mais on va pas le plaindre non plus. D'autant plus qu'à la mort du roi, et alors que le royaume devait lui revenir, il refusa la place, préférant partir sur les routes. Ça, et le fait que, par sa faute, le palais a été assiégé, et il se sent un peu coupable. En tout cas, c'est sur ces routes qu'il va rencontrer Aladdin, et celle qui deviendra sa liege, Morgiana. Morgiana, c'est une Fanalis, à savoir le peuple spécialisé dans le bottage de fesses en bonne et due forme, et descendant des Red Lion, une race d'Almatoran. Ils sont forts, ils sont puissants, et pas spécialement facile de savoir combien il en reste au final, puisque l'entièreté de l'histoire nous en présente 3. On peut toujours parler de peuple à ce moment-là. Ali Baba et Morgiana ne sont liés qu'à un seul djinn. Ce qui fait qu'Aladdin n'a pas vraiment misé sur le meilleur cheval. Vous êtes un naze. Ce djinn, c'est Amon, reconnu comme étant extrêmement sage et à l'origine le chef du peuple des Ermites. Le dernier conquérant un peu célèbre, c'est Simbad. Oui, de tous les contes des milliers de nuits, Otaka s'est inspiré principalement des 3 qui n'étaient pas dedans à la base. Simbad, c'est aussi un cas un peu particulier, parce que Simbad, il n'a pas un djinn, il n'a pas 2 djinns, il n'a pas 3 djinns, il n'a pas non plus 8 djinns, parce qu'il n'en a que 7. Et sur les 7, un seul a été capturé à coup sûr avec un magie. Sinbad, il est trop fort. Si les 2 précédents étaient princes, lui il est carrément roi de Sindria. Et c'est pas la seule chose qu'il puisse foutre sur son CV, parce qu'il est aussi chef de l'Alliance des 7 mers et patron de la Sindria Trading Company, la plus grande compagnie marchande du monde. Et pourtant il est né dans un tout petit village avant de conquérir son premier donjon à seulement 14 ans.
Et de là, il a enchaîné les différents donjons jusqu'au 7ème. Et il en aura pas plus, parce que tel Stan Lee qui gagnait chaque semaine un concours d'écriture, il ne peut plus rentrer dans un donjon. Enfin, Stan Lee ne pouvait plus participer à des concours, ça n'a rien à voir avec un donjon. Il est accompagné par 8 généraux, dont certains lui servent également de lige. Et on va sans doute les garder pour une possible autre vidéo, parce qu'il y en aurait des choses à dire sur eux. Donc là, on va se contenter de les citer, et de dire à quel djinn ils sont liés. Quand ils sont liés à un djinn. Oui, c'est compliqué. Nous avons donc Dracod, Jafar et Masrur, tous les trois liés à Baal. Vos arguments méritent considération. Skarkan pour Focalor, Pisti pour Zepar, Ina Oo pour Valfor, Yamraya qui pour le coup n'est pas un lige, et enfin Spartos dont on ne sait pas qui est son djinn. C'est soit Crossel, Furfur ou Vépar. Et les deux autres, ben on sait pas qui sont leurs liges. Avant de terminer, il reste une dernière capacité inhérente aux conquérants, puisqu'ils peuvent à la fois invoquer le djinn pour qu'il se batte et utilise ses pouvoirs, mais également fusionner avec lui. Il en existe deux formes. Celle d'une, on va dire arme, mais en vérité c'est plus une version améliorée de la relique utilisée pour capturer le djinn. Et tant qu'à l'autre, c'est une fusion intégrale, le corps du conquérant étant imprégné du pouvoir du djinn, et offrant une nouvelle apparence avec un troisième œil au milieu du front. Cette forme demande cependant un certain entraînement avant d'être maîtrisée, ce qui fait que tous les conquérants ne peuvent pas l'utiliser. Et par tous, je veux surtout parler d'Ali Baba. Clairement pas le meilleur cheval. Ta gueule, hein? Pas bon ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grim Squeaker pour vous servir.